Le changement de pratique agricole, normalement, ce n'est pas l'affaire des collectivités. Ça, c'est plus une affaire d'organisation de professionnels agricoles, d'organisation de développement agricole. Or, il s'avère que dans le réseau des sites pilotes OE Bio, il y a un certain nombre de collectivités, voire l'ensemble des collectivités, qui accompagnent le changement de pratique agricole, avec plus ou moins de réussite, mais qui se penchent sur le sujet, qui se réapproprient les enjeux agricoles de territoire. Je vous propose qu'on commence par le Pays Basque. Donc le Pays Basque, un endroit très très verdoyant en France. Je pense que l'eau, ça transpire l'eau sur ce territoire. Donc comme je disais, on est dans le golfe de Gascogne. On est sur un territoire un peu à l'image de Lons-le-Saunier. Il n'y a pas de problème de qualité de l'eau. Enfin, pas de problème de qualité d'eau, pas de problème de nitrate, pas de problème de pesticides, mais il y a des problèmes bactériaux. On est sur un territoire, et ça fera la passerelle aussi avec le Pays Fouet-Nantais après, où on a des activités économiques dépendantes d'une autre qualité. J'entends par là le tourisme, quand on ferme des plages en plein été, à Anglet, Hendaye ou Bayonne. Alors Bayonne, il n'y a pas de plage, mais ou à Biarritz, ça pose quand même question. Idem en Bretagne, on entend souvent parler des algues vertes qui malheureusement percolent vers le sud de la France, et on en retrouve au large de l'île de Ré, au large de l'île d'Oléron. On n'en a pas parlé avec Philippe, mais on aurait pu. Donc du coup, voilà, des activités économiques dépendantes d'une autre qualité, le tourisme, la pêche, l'ostréiculture. Un territoire fortement marqué par ces activités. Au niveau du bassin de population, on est sur un bassin de population assez important, 100 000 habitants, une agglomération, une conurbation, Biarritz, Hendaye, Bayonne, 46 communes. On est sur un secteur urbain, périurbain, rural, littoral. Donc voilà, là, on élargit le champ des possibles avec cette notion de littoral qui apparaît. Au niveau du contexte réglementaire, c'est assez souple, on va dire. C'est des déclarations d'utilité publique sur plusieurs captages, des contrats de rivière qui sont mobilisés. On est sur deux types d'alimentation en eau, une eau souterraine, une eau superficielle. Au niveau des enjeux, voilà, le petit nouveau, la bactério, qui apparaît. Voilà, un nouveau sujet à l'ordre du jour. Au niveau des productions dominantes, c'est plutôt de la polyculture élevage, et on est aux alentours de 4% de SAU bio sur ce territoire. Donc, ma première question, c'est voilà, on a dit voilà, il y a un problème de bactério. Mais bon, est-ce que l'agriculture biologique peut sauver la Nive? Ça, j'en sais rien. Mais pourquoi, sur un territoire où il n'y a pas de problématique forte de pollution diffuse d'origine agricole, un syndicat mixte de bassin versant se penche sur la question et s'attache très rapidement à travailler sur la bio? Très bien. Bonjour à tous. Juste pour compléter et pour pouvoir répondre efficacement à ta question, juste rappeler que voilà, tu disais qu'il y a beaucoup d'eau dans le Pays Basque, et sur ce bassin versant qui fait 1000 km², on a à peu près 1300 km de linéaire de cours d'eau. Donc en gros, tous les agriculteurs et tout le territoire est concerné par les cours d'eau. Donc effectivement, historiquement sur ce territoire qui est un fort territoire d'élevage, la problématique principale, c'était la problématique bactériologique. C'est pour ça que le syndicat, à l'origine, a été créé, puisqu'on se retrouve avec des exploitations qui, sur des petites surfaces, ont des troupeaux qui, au fur et à mesure du temps, ont grossi. Et du coup, problématique, qu'est-ce qu'on fait des effluents d'élevage, quoi. Donc le syndicat au départ s'est penché sur cette thématique-là, et puis on a commencé à travailler à l'accompagnement des agriculteurs. Mais effectivement, pour répondre concrètement à ta question de pourquoi on s'engage dans la bio alors que, dans le site pilote OE Bio, et pourquoi on pense à l'agriculture biologique, c'est parce qu'on a une vision un petit peu plus large que de se dire juste on va faire du curatif. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate qu'on a une problématique bactério. On travaille déjà sur cette problématique bactério avec de l'accompagnement et différents outils techniques et financiers pour essayer d'améliorer les pratiques agricoles. Mais on s'aperçoit aussi que même si c'est infime, les syndicats de gestion d'eau potable nous rapportent qu'on a quand même, par exemple, des traces de pesticides dans l'eau. Même à des quantités faibles, on s'aperçoit que potentiellement, on pourrait avoir un problème. Et donc on s'est dit, plutôt que d'attendre d'avoir les problèmes, faisons en sorte de conserver notre qualité sur notre territoire
Et du coup, engageons-nous dans des outils comme l'agriculture biologique, non pas pour guérir, mais plutôt pour préserver. D'accord, donc développer la bio pour préserver, et j'ai envie de dire comment et depuis quand? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est quand même sur une action très 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 récente. Donc qu'est-ce qui a été mis en place pour développer la bio, pour poser la question du bio? On reviendra sur cette notion de poser la question du bio et d'oser poser la question du bio tout au long de la journée. Alors tout est parti en fait en 2013, ma collègue a participé à un colloque à Bordeaux qui était organisé, il me semble, par la FNAB sur l'agriculture biologique comme outil d'amélioration de la qualité de l'eau. Et du coup, ça nous a fait tilt parce qu'on s'est dit on est une structure qui œuvre pour la qualité de l'eau, donc pourquoi pas compléter notre panel d'outils par l'agriculture biologique. Donc suite à ça, en 2014, on s'est intéressé, on s'est dit est-ce que potentiellement l'agriculture biologique peut être un outil efficace pour notre territoire pour travailler sur la qualité de l'eau. Et là, on s'est servi en fait d'un outil qui a été construit par la FNAM, il me semble bien, dont tu as parlé très rapidement tout à l'heure, qui est la grille d'analyse des territoires, pour évaluer un petit peu les freins et les opportunités du développement de l'agriculture biologique sur le territoire dans une optique, l'agribio comme outil d'amélioration de la qualité de l'eau. Donc ça, on a fait ça en 2014. Et donc l'idée, c'était d'avoir un petit peu, de sortir un petit peu des indicateurs chiffrés, de voir un petit peu où en est l'agriculture par rapport à l'agriculture bio sur le territoire. Quelle est sa perception au niveau des pratiques? Est-ce qu'on est très très loin ou est-ce qu'on se rapproche de l'agriculture bio? Et aussi des indicateurs un petit peu plus de perception. Quelle est la perception et du monde agricole, enfin surtout du monde agricole, mais aussi par exemple du monde des élus, vis-à-vis de l'agriculture bio sur le territoire? Et en parlant avec quelques élus, par exemple, au tout départ, on avait un petit peu des élus qui avaient une conception qui, au final, s'est avérée faussée. Ouh là là, si vous parlez d'agriculture biologique sur le territoire, ça va péter dans tous les sens. Et en fait, donc, la chargée de mission qui s'en est occupée est allée voir un panel d'agriculteurs, tiré un peu au sort, et est allée voir aussi tous les acteurs un petit peu du monde agricole, donc les filières par exemple, l'enseignement aussi, les consommateurs, et est allé voir aussi un petit peu le monde des élus pour prendre la température de manière chiffrée et puis un peu des manières de perception. Et il en est ressorti que finalement, au niveau des pratiques, on avait un panel assez large. Alors effectivement, il y en a qui sont très très loin, mais il y en avait un paquet qui était finalement, qui commençait à se rapprocher dans leurs pratiques. Ça pouvait venir de facteurs économiques, quand les engrais ou les pesticides, quand le coût monte, on en consomme moins. Mais forcément, on réfléchit ces pratiques différemment. Donc il y a des choses qui arrivaient comme ça. Et on s'est surtout aperçu qu'au niveau du monde agricole notamment, en fait, la perception du bio n'était pas mauvaise, et très loin de là, et qu'il y avait une très grande majorité d'agriculteurs qui étaient intéressés pour savoir où ils en étaient par rapport au bio, et par exemple qui étaient intéressés pour qu'on vienne faire un diagnostic de conversion à l'agriculture biologique. Donc ça, c'était en 2014. Ça, juste, je t'interromps, c'est un point important, ce que vient de dire Jérémy. Il dit, voilà, mes élus, attention, oulala, c'est explosif, ça va exploser quand vous allez parler d'agriculture biologique. Bon, il s'avère que, voilà, on verra, tu vas continuer le fil de l'histoire, mais que ça se termine plutôt bien, et pas en bain de sang, loin de là. Et poser la question du bio ou du changement de pratique, il y a une notion très importante qui a été introduite par Jérémy, c'est la rencontre individuelle. On va avoir des acteurs clés, on fait un tour de table très large et on va rencontrer ces acteurs, essayer d'étudier, d'échanger avec eux sur leur perception, sur qui ils sont, sur voilà, des techniques de médiation environnementale en général qui sont issues du dialogue territorial, dont les animateurs du syndicat mixte du bassin versant de la Nive ont été formés. C'est des points très importants d'oser poser la question du bio. Après, il y a des techniques, voilà, et le oulala, il faut pouvoir
il faut pouvoir le dépasser. Et c'est intéressant de le dépasser. Voilà. Souvent, je l'entends quand je vais dans des comités de pilotage à droite à gauche en France. Non, on ne parle pas d'agriculture biologique. Le leader agricole de la locale plutôt s'est levé et a dit non, la bio, c'est pas possible. La bio, techniquement, ça tient pas la route. Économiquement, on s'en sortira pas. Voilà. Ça, c'est un point très important de pousser un peu de dérouler un peu la ficelle. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Non, aucun souci. Et du coup, suite à cette étude et puis à ces conclusions plutôt positives, et à toutes ces rencontres qui nous ont permis un petit peu de connaître un petit peu l'ensemble des acteurs qui peuvent graviter autour de cette thématique, en 2015, on a monté un groupe de travail avec tous ces acteurs. Alors on a vraiment les acteurs des filières courtes, longues, on a les représentants agricoles de tous bords, on va dire, puisque nous, on a la particularité dans le Pays Basque d'avoir la Chambre d'agriculture et d'avoir une association qui s'appelle Euskal Herriko Laborantza Ganbara, qui œuvre pour l'agriculture aussi. Et donc voilà. Mais tout le monde s'est réuni. Et l'idée, la commande pour 2015, c'était de se dire, on va monter un plan de gestion qui s'appuie sur un petit peu ces conclusions de la première année, pour développer l'agriculture biologique au sein de ce territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tous ensemble, portés par le syndicat, pour accompagner le développement de l'agriculture biologique? Et donc ça, c'est ce travail qui a été fait là au cours de 2015. Et ce qui est assez impressionnant à noter, c'est qu'il y a eu une mobilisation forte et continue de tous les acteurs du monde agricole susceptibles d'être intéressés par cette thématique autour de la table. Sylvain était là à la restitution du plan d'action et c'est assez impressionnant. On a les acteurs des filières, des AOC, on a les représentants des différentes structures agricoles, on va dire. On a des représentants des filières, des représentants de consommateurs, les représentants des organismes de formation agricole et tous ont été là du début jusqu'à la fin. On était plus de 35 encore à la dernière réunion et sont motivés pour mettre en œuvre ce plan d'action qu'on a co-construit ensemble. Et donc là, pour 2016, on a eu la chance d'être soutenu par l'Agence de l'eau. Et du coup, on a pu recruter une animatrice eau et bio qui va mettre en œuvre ce plan d'action co-construit par le groupe de concertation. Merci Jérémy pour ce témoignage. Vous voyez, sur un temps assez court, 2013-2014, diagnostic de territoire, des rencontres individuelles, définition d'un plan d'action, une mobilisation forte pendant 2 ans, et puis aujourd'hui, une embauche sur le sujet eau et bio, comme quoi c'est possible. Moi, je retiendrai quand même le fait que vous ayez osé poser la question du bio, malgré quelques idées reçues au départ. Et l'outil qui a été cité, la grille d'analyse des territoires, que vous pouvez télécharger sur le nouveau site eauetbio.org. Cette grille d'analyse qui permet de faire un état des lieux d'une façon assez simple de ce qu'est la bio sur un territoire. Je propose qu'on reste sur la frange ouest. On va remonter un peu le littoral, un peu beaucoup quand même. Et nous voilà rendus au niveau de la Riviera bretonne, comme vous aimez l'appeler. Donc la communauté de communes du Pays Fouet-Nantais. Donc c'est magnifique. On a fait un séminaire il y a quelques temps avec la communauté de communes, 200 personnes présentes, toute la Bretagne en force à Fouesnant. Donc on a pu découvrir ce magnifique territoire breton. Donc là, on va dire le contexte, le point de départ, il est un peu moins... c'est un peu plus en mode catastrophe. C'est un des 8 bassins algues vertes au niveau breton. Opposition assez forte du monde agricole au départ. Vous lancez un certain nombre d'actions, notamment avec la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est prestataire. Tu me reprendras si je me trompe. Et voilà, vous lancez un certain nombre d'actions pendant une quinzaine d'années. Et un jour, vous décidez de revoir la gouvernance agricole et, chose rare, de créer une régie agricole municipale. Donc là, j'ai sauté le contexte, je vais juste faire un petit pas en arrière, mais Loïc va revenir là-dessus, sur cette notion de gouvernance agricole et sur cette notion de régie municipale agricole, qui sont 2 points importants de ce qui s'est passé à Fouesnant. Juste sur Fouesnant, j'étais un peu vite, j'ai oublié quelques mots derrière la Riviera bretonne. Donc c'est 7 communes, 26 000 habitants,
secteur rural et littoral. Un captage prioritaire Grenelle. Au niveau des cadres d'action mobilisés, il y en a un certain nombre, dont le plan Algues Vertes, qui est quand même le plan, un plan assez important au niveau de la communauté de communes. Au niveau des masses d'eau concernées, on est sur des eaux souterraines et eaux superficielles. Au niveau des enjeux, on est sur du qualitatif, du quantitatif. Là, on commence à faire rentrer une nouvelle notion aussi qu'on n'avait pas vu apparaître encore, qu'on verra apparaître cet après-midi aussi. Et l'économique. L'économique, ça rejoint ce qu'on disait sur le Pays Basque. Au niveau des productions dominantes, on est sur de la polyculture élevage, des légumes de plein champ. Et au niveau de la surface agricole utile en bio, on est sur une moyenne basse de entre 3 et 4% de SAU bio, suivant si on parle du territoire du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou du territoire où s'applique le plan Algues Vertes. Donc Loïc, à toi de jouer, de compléter si besoin le contexte et de nous dire pourquoi à un moment donné les élus décident de revoir la gouvernance agricole sur le territoire, comment, pourquoi, comment, et cette notion de pourquoi une collectivité décide de créer une régie agricole municipale. Donc, d'abord, pour revenir au niveau de la zone géographique, donc c'est vrai qu'on travaille sur la communauté des communes de Fouesnant, mais aussi de Concarneau, en sachant que les territoires bassins versants ne s'arrêtent pas aux communes administratives. Donc, historiquement, depuis les années 90, il y a eu une animation qui se faisait sur une partie du territoire, pas sur l'ensemble du territoire, en prestation. Donc, ça se faisait plus ou moins bien. 2008, les élus ont fait un constat que la qualité d'eau, donc au niveau eau potable, mais aussi eau du littoral, était plus ou moins bonne, ne s'améliorait pas, en sachant qu'au niveau des enjeux, la bactério faisait partie aussi et un enjeu important du territoire en relation avec le tourisme et la pêche à pied, en même temps que les pesticides et les nitrates. Donc le but était d'améliorer assez vite la qualité de l'eau, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de passer ça en régie. Donc il y avait déjà un service environnement qui travaillait sur les zones humides, qui travaillait sur les cours d'eau. Donc en collaboration avec ces deux techniciens, un poste d'animateur a été créé avec donc comme objectif, c'était d'améliorer la qualité de l'eau en redynamisant l'agriculture du territoire. Parce que comme le tourisme, l'agriculture est quand même un secteur économique important sur le territoire. L'autre objectif aussi, c'était pour avancer, il fallait bien connaître le territoire au niveau de l'agriculture. Et jusqu'en 2009, ils avaient très peu de données. Ils ne connaissaient pas trop ce secteur-là. Donc le premier but, c'était vraiment de bien connaître ce territoire. D'abord, on a formé, qu'on appelle nous un groupement d'agriculteurs de référence. Il y avait déjà une commission professionnelle, mais qui commençait à assez essouffler. Donc la première mission a été de recréer ce groupe-là. Donc au niveau, on a à peu près 240 agriculteurs sur le territoire. On a fait des réunions d'information pour informer la volonté des élus de recréer ce dynamisme. Et le but était presque d'avoir un agriculteur référent par commune. Donc à ce jour, on en a à peu près une vingtaine de référents. Alors, ils n'aiment pas trop qu'on les appelle de référents parce qu'eux, ils représentent, comme ils disent, que leur exploitation. Mais pour nous, ça nous aide de point d'appui directement sur le territoire. Et ce groupe-là, on travaille avec eux parce qu'au niveau des plans d'action que l'on fait chaque année, c'est par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs remontées qui nous font du territoire, qu'on peut axer nos axes de travail. Donc ça, c'était quand même une grosse partie des premières années. Juste Loïc, là, tu parles du groupe d'agriculteurs référents. Est-ce qu'il y a des agriculteurs bio dedans?
et voilà, enfin peut-être un petit peu sur son rôle, quoi. Donc le rôle, donc les élus ne voulaient pas, ne pas prendre toutes les agricultures que l'on pouvait trouver sur le territoire. Donc, au sein de ce groupement, on a bien entendu des conventionnels, mais aussi des agriculteurs bio, que ce soit des grandes cultures, de l'élevage et des légumes. Donc, c'était pour eux très important d'avoir toutes les agriculteurs pour pouvoir travailler ensemble. Et ce groupe-là a été quand même très important quand en 2011, le plan Algues Vertes est arrivé sur notre territoire. Et c'était à nous de mettre des objectifs pour notre territoire. Et donc là, ce groupement-là a été très important sur les réunions de travail pour faire remonter par rapport à leurs agricultures leurs objectifs qu'ils voulaient mettre en place. Et un consensus a été créé. On a réussi quand même à trouver un consensus avec l'ensemble des pratiques. D'accord, et avec un objectif de développement de la bio à hauteur donc, l'objectif chiffré est de 10%. Donc c'est vrai que pour certains territoires qui sont déjà à plus de 10%, pour nous, zone littorale, on est entre 3 et 4% actuellement. Voilà, mais on espère que cela va commencer à s'ancrer dans les têtes. Donc, avec ce changement de pratique, on essaie de faire de l'animation, que ce soit en individuel qu'en collectif, sur la diminution d'intrants, que ce soit la fertilisation ou les produits phyto, sans obligatoirement aller dans le bio. C'est vrai qu'on essaie, nous, au maximum qui rentre dans ces conversions, mais ce n'est pas une finalité pour l'ensemble des agriculteurs. Et de plus, tous les agriculteurs ne peuvent pas se permettre d'aller dans le bio par rapport à leur structure d'exploitation. Sur le rôle de la cellule d'animation agricole, enfin de la régie municipale, enfin tu en as parlé, c'est bien clair. Tu dis, voilà, en termes de bio, voilà, on n'est pas encore sur un développement exponentiel de la bio lié à ces actions. Moi, j'aimerais bien savoir, quel a été le rapport avec les organisations de développement agricole, le fait que la collectivité se lance en régie, et en termes de résultats, sur le bio, c'est plutôt mitigé. En termes de changement de pratique, est-ce qu'il y a une vraie évolution sur le territoire, et quels sont les résultats aussi en termes de relations avec le monde agricole sur ce territoire, entre la collectivité et les agriculteurs. Voilà. Donc, en sachant que l'ensemble est basé sur le volontariat quand même. Donc le plan Algues Vertes, comme les 7 autres plans, ça reste sur du plan volontaire. Une partie des agriculteurs, c'est vrai, en voyant la collectivité prendre ça en main, nous a tourné le dos. Donc il y a certaines parties, c'est impossible de travailler avec la casquette de la collectivité. Ça, c'était pour les premières années. 5 ans après, on voit qu'on a de plus en plus de demandes de conseils, d'accompagnement, des personnes que l'on ne voyait pas au départ dans nos réunions de travail, dans les formations que l'on organise, commencent à venir vers nous. Là, on voit quand même un changement de mentalité. Et ils voient que ce service-là est quand même fait pour eux, pour avancer. Et c'est pour le bien de la collectivité, mais aussi pour eux, pour une amélioration de leur cadre de vie, de l'ensemble, quoi. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. En plus, un petit point important pour un affichage encore plus important au niveau des élus, fin 2015, la communauté des communes a mis dans ses statuts comme compétence communautaire le développement durable. Donc c'est une chose quand même importante pour pouvoir développer un peu plus ce développement durable et de travailler tout ce qui est sur le foncier, sur la restoco, les circuits courts et sur l'agriculture AB. Merci. On reviendra sur ces notions de transversalité entre les politiques publiques et comment la bio arrive à transpirer à travers différentes politiques publiques. Donc, ça semble possible de créer une régie agricole municipale. Ça fait le lien avec ce qui s'est fait
au niveau de la plaine et vallée de Niort. Donc là, on revient dans la plus belle région de France, mais dans les Deux-Sèvres et plus la Charente-Maritime. Donc on est en périphérie de Niort, deux bassins d'alimentation, de captage qui sont accolés. Et donc on est au niveau du syndicat de la vallée de la Courance. Donc c'est un territoire où il y a une dynamique de progression de la bio très forte. Un territoire qui est passé en 4-5 ans d'action de 1 à 10% de SAU bio. Donc là, vous avez derrière moi la carte d'identité du territoire. Donc 117 000 habitants, donc Niort, ville-centre de 60 000 habitants. Il y a 5 captages Grenelle, plusieurs cadres d'action mobilisés. On en voit, c'est assez classique, hein, c'est ce qu'on retrouve depuis ce matin. Toujours la même problématique aux souterraines, aux superficielles. L'enjeu nitrates et pesticides. Et puis en termes de production dominante, les grandes cultures et polyculture élevage. Donc, une question que j'ai envie de vous poser, c'est, je vais peut-être rebondir sur ce qui a été dit au niveau du pays fouet-nantais, puisque c'est un des axes forts lorsque vous avez lancé votre plan d'action agricole en 2007, l'embauche rapide d'un animateur agricole. Est-ce que ça va dans le sens de ce qui s'est passé au niveau du pays fouet-nantais? Qu'est-ce que ça a apporté sur le territoire 5 ans après? 5 ans de recul ensuite. Enfin voilà, je vous laisse développer là-dessus et puis nous en dire un peu plus parce qu'on est sur un atelier changement de pratique agricole. Donc là, on a vu quelques grands outils, une régie, l'animation et puis après qu'on voit concrètement ce qui peut être mis en place sur un territoire. C'est bon ? Oui, c'est bon. Bonjour. Donc moi je vais garder la parole mais très peu de temps parce que je suis nouvel élu depuis 1 an et demi. Je suis au SMEPDEP, donc sur une partie du territoire dont il est question là. Et effectivement, je suis tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, donc l'évaluation du contrat qui s'est terminé en 2015, c'est ça, et toute la mise en place du nouveau programme. Mais Olivier va être plus à même de détailler vraiment ce qui s'est passé au départ, quoi. Voilà. Merci. Merci, bonjour à tous. Du coup, Olivier Caillé, je suis animateur de bassin versant. Donc, c'est un peu des nouveaux métiers dans les syndicats d'eau potable. Et moi, je suis dans un petit syndicat d'eau potable, donc sur les 117 000 habitants desservis là, dont il est question là sur la diapo. Je suis sur le syndicat qui fait 20 000 habitants, qui dessert 20 000 habitants. Et à côté, on a le syndicat des eaux du Vivier, dont fait partie la ville de Niort, qui dessert le complément. Donc voilà, on est 20 communes 19 communes pour 20 000 habitants. Et sur Niort, ils sont 5 communes pour les 80 000 habitants, à peu près, un peu plus. Donc je vais parler au nom des 2 syndicats, puisque le site pilote dont il est question là, qui s'appelle Plaine et Vallée de Niort, regroupe les 2 syndicats qui ont chacun 2 aires d'alimentation distinctes, qui sont à peu près distantes de 5 km l'une de l'autre, qui font kiff la même surface, 15 000 hectares, 12 000 hectares à peu près chacune de SAU, 2 fois 230 agriculteurs, donc 230 sur le premier et 230 sur le second. Des petites terres argilo-calcaires, donc des sols de 20 à 30 cm, essentiellement donc grande culture, un petit peu de polyculture élevage, bovin-lait, bovin-viande, et un petit peu de caprin, on est quand même en Poitou-Charentes, et très peu de volailles. Voilà pour le panorama agricole. Depuis, comme partout en France et essentiellement dans le Grand Ouest, des problèmes de nitrates et de pesticides depuis les années 80-90 en croissance. Et puis un dispositif régional qui a été proposé au syndicat, qui s'est mis en place, un dispositif régional qui s'appelle le programme ressources, qui s'est mis en place dans les années 2000. Donc il en a été question tout à l'heure avec la ville de La Rochelle. On est sur le même schéma. Et en 2007, les 2 syndicats dont il est question ici ont recruté un animateur sur chaque syndicat pour mettre en place ce fameux programme ressources qui ne vise pas que les pollutions d'origine agricole. On vise aussi les pollutions en provenance des collectivités, essentiellement
désherbage des espaces communaux, mais aussi les voiries, réseaux, SNCF, autoroutes, départements, etc. Et avec un volet aussi qui vise les pollutions d'origine, en provenance des particuliers, les fameux jardiniers amateurs. Mais évidemment, dans nos territoires, avec entre 80 et 90% de SAU, de surface agricole, on travaille essentiellement sur les pollutions d'origine agricole. On a mis en place un certain nombre d'actions suite à un diagnostic, un état des lieux du territoire. Et ces actions, on se rend vite compte, dès le début, en 2007, on se rend vite compte qu'un animateur par bassin pour travailler sur l'ensemble des thématiques qu'on veut aborder, ça ne sera pas suffisant. Donc on a proposé à nos financeurs, essentiellement l'Agence de l'eau, mais aussi le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-Charentes, de recruter un animateur agricole. On a fait un montage en fait avec 2 mi-temps, donc un animateur agricole en garde alternée, le lundi, mardi et mercredi matin à Niort, et la fin de la semaine sur le petit syndicat où je travaille. Et notre dossier, après quelques péripéties, parce que bien sûr ça n'a pas été forcément bien vu, puisque potentiellement, les programmes bassin versant, c'est quand même beaucoup de travail pour les bureaux d'études, la chambre d'agriculture, etc., avec de l'animation sur les territoires. Et le fait de recruter en régie un animateur agricole, ça pouvait potentiellement enlever du boulot à pas mal de monde. Donc on a défendu notre dossier, nos élus ont pris le créneau de nous soutenir. Et puis en 2010, on a recruté cet animateur à mi-temps sur les 2 structures. Et en même temps, on venait de lancer une réponse pour monter un projet agro-environnemental. Donc MAE, ça parle à tout le monde, j'imagine, les mesures agro-environnementales. Sauf si quelqu'un souhaite que je redétaille ou que je réexplique. Mais non, je pense que c'est bon, c'est acquis. Je pense que c'est acquis. Donc l'ancienne génération, puisqu'on est maintenant sur les MAEC climatiques, avant c'était les MAET territoriales. Donc on montait ce dispositif. Et on avait besoin d'animation sur le territoire pour l'expliquer, parce qu'on est sur un territoire où on a un autre enjeu qui vient se superposer à notre enjeu eau potable. On a des oiseaux migrateurs, notamment l'outarde canepetière, qui sont emblématiques en termes de biodiversité. Et l'outil utilisé pour préserver ces oiseaux, c'est également les mesures agro-environnementales. Donc, on a monté un projet à 3, les 2 syndicats d'eau et un opérateur biodiversité, pour proposer aux agriculteurs du territoire un dispositif MAE qui puisse répondre suivant les parcelles. Enfin, il y avait tout un travail de diagnostic de l'exploitation à la base, et qui puisse répondre aux 2 enjeux. Avec donc un animateur agricole sur les 2 bassins, un animateur chez l'opérateur, l'autre opérateur pour la biodiversité, qui était sur notre secteur, le CNRS, qui est un centre d'études biologiques basé à Chizé dans les Deux-Sèvres. Et donc 3 animateurs, même 4 animateurs avec les 2 animateurs de bassin versant, animateurs généraux, 4 animateurs qui battent la campagne pour vendre des MAE. Résultat, je fais court, mais au bout de 5 ans, on a contractualisé en MAE sur les 24 000 hectares de SAU, c'est ce qui est écrit, on a contractualisé 8 000 hectares, donc à peu près un tiers des 2 bassins versants. C'est pas négligeable. D'autant plus que, donc, ça a été évoqué tout à l'heure, les MAE, c'est des indemnités sur 5 années. Qu'est-ce qui se passe après? Effectivement, on a toujours une inquiétude sur qu'est-ce qui se passe sur ces hectares après. Mais parmi ces 8 000 hectares, il y avait quand même 1 600 hectares de MAE conversion à l'agriculture biologique. C'est un peu un des outils qui a été déclencheur, avec toute une animation, un accompagnement à côté. Mais c'est quand même un des outils qui a été déclencheur, ce levier financier, puisqu'on mobilisait des engagements unitaires qui permettaient de revaloriser les montants d'aide à la conversion. On passait en gros de 200 € l'hectare à la conversion en grande culture sur des secteurs, sur le territoire national, à 337 € l'hectare, parce qu'on bidouillait avec les engagements unitaires de réduction de la fertilisation azotée, puisque c'est un de nos enjeux, l'azote sur notre territoire. Donc ça avait été acté que ça pouvait permettre de revaloriser les aides en ayant une efficacité supplémentaire sur la qualité de l'eau. Donc un levier financier important. Et là, des MAE qui, on l'espère, au bout des 5 ans,
ne disparaissent pas, puisqu'on bascule dans un autre mode de commercialisation avec la baie. Et du coup, à côté, tout un accompagnement, des partenariats avec les GAB, le GAB et les GRAB, qui étaient au départ financés directement pour mettre en place des actions individuelles, type diagnostic individuel d'exploitation, simulation technico-économique, et puis des actions plus collectives, démonstration technique de matériel, groupe d'échange grande culture bio, etc. Et donc dans le cadre d'un plan régional qui s'appelait le plan bio, qui a duré les 3 premières années de nos actions là, les GAB et le GRAB étaient financés en région Poitou-Charentes directement par l'agence de l'eau et la région. Ça passait même pas par nous, mais en fait on travaillait en collaboration pour mobiliser les éléments sur les bassins de captage, les différentes actions sur les bassins de captage. Les dernières années, ce plan bio régional, vous imaginez, il n'est pas forcément bien vu de tout le monde, donc il a quand même duré 3 ou 4 années, je crois. Et les dernières années, on a fait des avenants à nos contrats territoriaux, donc l'outil qu'on utilise avec l'agence de l'eau pour mobiliser les fonds, pour financer les postes d'animation, financer les actions sur les territoires. On a fait des avenants pour intégrer ces maîtrises d'ouvrage partagées avec des maîtres d'ouvrage qui sont porteurs, donc qui sont inscrits dans les contrats territoriaux, puisque les fonds de l'agence de l'eau Loire-Bretagne sont ciblés que quand il y a un contrat territorial sur un territoire. Au final, donc je fais juste un petit biais pour ouvrir un peu les perspectives, mais ces fameuses maîtrises d'ouvrage partagées, aujourd'hui, c'est vers ça que vont aller tous les contrats territoriaux nouvelle génération qui se font en Loire-Bretagne, puisqu'on nous demande expressément de travailler avec les OPA, les organisations professionnelles agricoles, pour mettre en place des partenariats et que ce soit vraiment, au-delà d'AgroBio ou des CIVAM ou des GAB locaux, on veut travailler avec les opérateurs économiques, coopératives et négoces, pour qu'eux prennent en main un certain nombre d'animations et d'actions type diagnostic d'exploitation, accompagnement individuel, directement fléchés sur des problématiques de qualité de l'eau sur les territoires, avec des fonds qui seraient directement versés de l'agence de l'eau vers ces opérateurs. Donc en fait, on était un peu précurseur avec ces actions avec les GAB et les groupements d'agriculture biologique sur nos territoires. Maintenant, on va l'étendre à d'autres types d'acteurs agricoles. Voilà. J'ai sans doute oublié plein de choses, mais... Non, mais l'essentiel est là. On comprend les facteurs de la dynamique de changement de pratique sur ce territoire, dont le développement de la bio. Tu parles de 1600 hectares, ce qui est assez important. Juste, j'ai quand même une question complémentaire, parce que cette question d'animation agricole, j'insiste lourdement là-dessus. 5 ans après, qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce que vous poursuivez dans cette dynamique ? Voilà. Qu'est-ce que ça a permis sur le territoire, le poste d'Alexis Donc voilà, un animateur à mi-temps, sur 2 mi-temps à la base. On est en train de construire nos futurs programmes qui sont basés sur 2 animateurs à plein temps. C'est plus confortable pour eux, c'est plus confortable pour nous aussi, et puis ça nous permet de démultiplier les actions agricoles. On veut notamment travailler sur les filières, donc ça demande du temps d'aller développer des actions qui sont dans l'innovation. Donc on passe de 2 mi-temps à 2 plein temps. Il ne s'est pas dédoublé. On a recruté un animateur qui vient de Bretagne, donc qui est un peu aiguisé à l'animation de territoire, l'animation agricole sur le syndicat du Vivier à Niort. Voilà. Et puis en région Poitou-Charentes, par le biais du programme ressources, donc en 2010, on était les premiers syndicats à avoir, en plus de l'animateur général, un animateur agricole. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats. On est une vingtaine de syndicats d'eau à travailler sur le programme ressources en Poitou-Charentes, ex-Poitou-Charentes. Je pense qu'il y a entre 7 et 8 animateurs agricoles aujourd'hui en région. Quelque chose comme ça. Merci Olivier. Il y a peut-être juste 2 points là qui méritent d'être repris ou complétés. Enfin, je connais bien les territoires, donc je peux me permettre. Le facteur sociologique sur ce territoire aussi. Il y a une dynamique de changement de pratique, un effet tache d'huile de quelques producteurs qui ont emmené
Il y a un effet de masse un peu. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Donc si on zoome un petit peu sur la dynamique de conversion à l'agriculture biologique, alors je l'ai dit, il y a un facteur levier financier qui a été, on imagine, prépondérant. D'autres facteurs liés au type d'agriculture, mais on l'a vu, c'est pas forcément une condition indispensable. Au type de sol, en fait, on l'a vu sur La Rochelle où on a les mêmes types de sol, et par contre on n'est pas loin à La Rochelle du port de la Palisse, qui a un aspirateur à céréales, hein, mais nous on n'est pas très loin non plus, mais alors des petits potentiels sur des petites terres argilo-calcaires qui font que passer en bio, finalement, c'est pas beaucoup plus... on n'a pas une prise de risque si importante, puisque l'écart de rendement n'est pas si important que sur des terres avec un fort potentiel, type terre rouge, ou ce qu'on peut avoir dans notre partie du département. Et puis un facteur qui, à mon sens, à notre sens, est prépondérant, c'est vraiment... tu as parlé de taches d'huile, juste pour une question de... on va éviter de parler pollution, on parle d'effet boule de neige, nous. Mais si on regarde la cartographie, l'évolution annuelle du parcellaire agricole, on se rend compte que c'est du proche en proche, quoi. On a un petit noyau de quelques exploitants à la base dans un secteur. On organisait, nous, des démonstrations techniques en faisant venir du matériel ou en organisant des sorties chez des exploitants, où on regroupait un certain nombre de gens qui avaient envie de se lancer et d'autres qui venaient juste par curiosité. Mais on sait aussi qu'il y avait des petits groupes informels qui, à 2 ou 3, n'hésitaient pas à faire 400 km pour aller voir un exploitant, un truc qu'ils avaient trouvé sur Internet, qui avait bricolé du matériel. Voilà, donc c'était vraiment, je pense, cette dynamique de proche en proche, là, avec... on nous avait interdit les diaporamas, mais c'est des cartographies qui sont parlantes, quoi, puisqu'on voit en 2010 2 conversions, 2012 4, 5, 8, 10, et on est à 25 agriculteurs. Alors que c'est de la grande culture essentiellement, un petit peu de bovin, lait et viande, mais essentiellement grande culture. Et des exploitations qui font entre 100 et 150 hectares, voire plus si c'est à 2, comme il y en a quelques-unes, mais c'est des surfaces conséquentes et ça monte vite. Et on ne passe pas quelques hectares en bio, on passe la totalité de l'exploitation. Voilà. Merci Olivier pour cette présentation. Je vous propose de remonter un peu dans le nord de la France. Donc on va aller en Bourgogne pour parler de l'Haut-de-Paris. Bourgogne, Haut-de-Paris, c'est bizarre, il y a un petit problème géographique là. Donc on est sur un territoire de consommation qui n'est pas le territoire de production assez classique quand on parle d'agglomération, métropole ou grosse collectivité. Je vais donner la parole à Marguerite Marie du service protection de l'eau à Haut-de-Paris. Auparavant, quelques éléments de contexte. Donc on est sur un territoire, on est sur un des 3 territoires qui sert à alimenter la ville de Paris, qui concourt à l'alimentation en eau potable de 15 à 20% de la population de Paris, donc c'est quand même assez important. C'est un secteur rural, qui est en Bourgogne, à quelques centaines de kilomètres de Paris. Il y a 3 captages prioritaires et Grenelle. Au niveau des cas d'action mobilisés, là encore, c'est assez classique. Il y en a un qui fait son apparition qu'on n'avait pas vu avant, qui est la trame vert, trame bleue. Peut-être qu'on ne l'avait pas identifié sur les autres territoires. On est plutôt sur des masses d'eau souterraines. Au niveau de des enjeux, c'est nitrates, pesticides et turbidité. On est sur un territoire de grande culture. Et ce qui est intéressant, là aussi, on est un peu sur des démarches analogues entre Niort et Haut-de-Paris, sur des dynamiques de changement de pratique assez importants. Alors vous allez me dire 9% de SAE en bio, c'est pas important, mais on est dans le nord de la France, je vous rappelle, sur des territoires où la moyenne régionale en bio est autour de 3, 4, 5% maximum. Donc c'est une dynamique de changement de pratique assez important. Et justement, qu'est-ce qui sur ce territoire a pu faire la différence? Juste peut-être un point de contexte que j'ai omis de citer. Sur ces 3 zones d'alimentation en eau potable de Paris, cette zone-là, l'accompagnement qui est mis en place, et j'insiste bien sur ces notions d'accompagnement, on en a parlé sur tous les territoires, et notamment à Niort, il y a un accompagnement très fort sur le bio. Le choix de la ville de Paris a été de développer que la bio sur cette zone-là. Donc j'aimerais, Marguerite Marie, que tu reviennes sur cette motivation politique, technique sûrement aussi, et que tu nous expliques qu'est-ce qui est mis en place sur ce territoire en termes d'accompagnement au changement de pratique.
Oui, bon. Bonjour à tous. Donc, ça marche ? Donc, en effet, Haute-Paris, on a travaillé à partir de 2007 surtout sur la protection de la ressource. Et on a travaillé sur 3 sites pilotes, dont la vallée de la Vanne. Et sur ce site pilote, on a décidé de travailler que sur le bio et pas travailler sur l'agriculture conventionnelle. Donc, ça a été un choix politique au départ, voilà, puisqu'on a dit à Haute-Paris, pourquoi vous ne faites pas comme Munich ? Pourquoi vous ne faites pas comme Munich ? Ok, on va faire comme Munich, on va faire que du bio. Donc, il faut savoir qu'on travaille aussi sur l'agriculture conventionnelle sur les 2 autres bassins, qui a des résultats intéressants et qu'en agriculture conventionnelle, il y a des agriculteurs qui s'engagent pour de vrai, enfin pas à faire semblant, sur des vrais changements innovants, qui demandent des changements de système. Mais en effet, en conventionnel, c'est compliqué de mettre en place des systèmes durables parce que voilà, il n'y a pas la filière comme en bio, il n'y a pas le contrôle comme en bio, donc il y a des choses à faire, mais c'est compliqué. Donc, voilà, il y a eu le choix politique de travailler que sur le bio, sur l'aire d'alimentation de captage de la vallée de la Vanne, et de dire on va faire peut-être sur moins de surface, mais vraiment ambitieux. Donc, voilà, les objectifs qui ont été donnés, ça a été de dire on va mettre en place tous les leviers possibles pour développer le bio, sans donner forcément un pourcentage de bio. Donc, on ne s'est pas focalisé sur des discussions sur quel pourcentage il faut pour protéger l'eau, parce qu'on ne le sait pas vraiment, on ne sait pas le donner scientifiquement, voilà, il faut tant de pourcents. Donc on va mettre en place tous les leviers possibles et on va chercher tout ce qui est possible à mettre en place pour développer le bio. C'était vraiment ça la ligne politique. Et donc on a d'abord donc travaillé sur voilà, les différents leviers. Donc Olivier a déjà parlé en Poitou-Charentes du levier financier, de mettre en place des mesures financières incitatives. Donc c'est ce qui a été fait sur ce bassin. Donc il y a eu des aides incitatives à la conversion à 450 € l'hectare. Ça a été un levier fort et vraiment qui a déclenché des conversions. Il faut savoir que du coup, on a mis en place des aides légales qui sont du même ordre que Munich. On a réussi en France à le faire. Donc ça, il faut le savoir. Il faut le savoir aussi que c'est plus possible. Voilà. Et que même, les aides ont été interrompues sur décision unilatérale de l'État. Donc voilà, depuis 2015, ce n'est plus possible de mettre en place ces aides incitatives sur les bassins d'alimentation de captage. Donc il y a une aide à la conversion qui a été élevée au niveau national, enfin qui a été augmentée, donc ça c'est très positif, mais on ne peut plus mettre en place des dispositifs spécifiques sur des bassins enjeux environnementaux. Voilà. L'autre levier, ça a été le levier technique, c'est-à-dire qu'on a mis en place un partenariat avec le CEDARB, donc la structure de technique de développement du bio, donc qui agit depuis 2008 sur ce bassin-là. Donc c'est vraiment un partenariat sur la durée qui a été renouvelé cette année. Et voilà, donc avec l'aide de l'agence de l'eau, on finance un temps plein sur ce bassin, donc plus d'un temps plein, mais au moins une personne vraiment dédiée sur ce bassin-là, et qui, dans la durée, va permettre justement d'engager les conversions par des discussions et en y allant petit à petit. Voilà. Et le troisième levier, c'est le levier filière. Voilà, donc le fait on ait bien donné cette ligne, voilà, on va développer le bio sur le bassin, on l'a bien prévenu les filières, on va développer le bio sur le bassin. Donc les filières se sont posé la question, voilà, il y a une COP conventionnelle qui a mis en place son silo bio sur le secteur, parce qu'on s'est dit, bon, il ne faut pas qu'ils perdent leurs adhérents, donc par opportunisme, enfin, voilà, ils ont dit, bon, il faut qu'on agisse, et puis on agit aussi avec les coopératives bio historiques et 100% bio sur ce secteur-là, sur les filières. Voilà, je dirais en termes d'enjeux et d'enjeux de réussite, c'est vraiment de s'inscrire dans la durée. Je pense que c'est le cas de tout gestionnaire de captage et toute collectivité a la vocation à être là dans la durée. Et les agriculteurs, ils ont compris que Haute-Paris, ils allaient être là, ils n'avaient pas le choix, on sera là et on sera encore là, parce que c'est pas prêt que voilà, les Parisiens arrêtent d'ouvrir leur robinet. Donc voilà, l'enjeu est là et il est vraiment long terme. Donc, il n'y a pas le choix, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, vraiment s'inscrire dans la durée. Et puis, voilà, un des facteurs de réussite, c'est d'avoir été site pilote FNAB. Et c'est d'avoir été reconnu site pilote FNAB. Et en termes de communication sur le territoire, ça a été important. Parce que, voilà, on a décidé sur ce territoire d'agir que sur le volontariat, sur ce projet pilote de développement du bio. Et il a fallu défendre auprès de l'État qu'on allait travailler que là-dessus. Et ça a été un peu... c'est toujours difficile parce que voilà, on n'est pas dans la démarche Grenelle telle qu'il voudrait, avec un arrêté préfectoral, ZSE. On s'engage sur le bio, là encore sur le volontaire, parce qu'on voit que
là, pour l'instant, en faisant que du volontaire, ça marche. Donc on reste sur cette dynamique-là, et d'avoir été site pilote bio et de l'être permet de défendre ce territoire, cette expérimentation qui porte ses fruits. Donc on était à 1% de bio en 2008 au début du programme. Donc là, on est à 9%. On est même sur quasi 9%. On est même sur un sous-bassin à 16%. Donc quand on parle de l'effet boule de neige, qu'on préfère nous aussi à tache d'huile, c'est vraiment ça. C'est réussir autour d'agriculteurs qui s'en sortent, de montrer, d'être exemplaires. Et voilà, c'est l'enjeu maintenant. On passe à une deuxième phase. On a un pool d'agriculteurs bio. Maintenant, il faut qu'ils soient exemplaires et qu'il faut que dans la durée, ils s'en sortent. Et c'est un vrai enjeu parce qu'on a des terres à petit potentiel, des petits rendements, des cailloux, des pentes. Enfin, c'est vraiment difficile à travailler comme terre dans ce secteur. Et donc, il faut travailler sur le maintien aussi de l'agriculture bio, continuer à être rentable, continuer à avoir des débouchés. Il y a plein d'enjeux face au développement du bio, répondre à la demande de la consommation, mais structurer les filières. Il y a plein d'axes de travail pour la suite. On reviendra sur la structuration des filières dans le temps 3 avec toi. Moi, j'ai une petite question sur 3 zones d'alimentation de captage. Une où vous mettez l'accent sur la bio. Bon, c'est une question un peu bête, mais qu'en est-il sur les 2 autres zones de captage, quoi ? Est-ce que la bio se noie au milieu d'autres types d'accompagnement ou est-ce qu'elle arrive à émerger ? Elle émerge beaucoup moins bien, c'est sûr. Après, il y a plusieurs contextes. Par exemple, le contexte Seine-et-Marnais fait que c'est plus difficile de parler de la bio quand même en Seine-et-Marne. Il ne faut pas se le cacher. Le fait d'avoir travaillé sur d'autres systèmes conventionnels fait qu'en effet, les agriculteurs les plus volontaires et les plus ambitieux se sont plus mis dans ce système-là d'agriculture bas intrants. Mais après, en effet, quand on s'engage dans la durée, on voit que quand même c'est un premier palier et que les agriculteurs se posent des questions et on peut un peu plus facilement parler de la bio qu'avant. D'y aller progressivement sur les autres secteurs où c'est justement plus compliqué permet aussi d'avancer petit à petit sur la bio et très clairement les difficultés économiques dans lesquelles peuvent être certains agriculteurs. Là, permet vraiment d'ouvrir un champ sur la vigne, donc un autre bassin d'alimentation de captage. On est sur des grosses difficultés au niveau de l'élevage en conventionnel. On voit très bien que là, on peut parler de la bio et qu'on est écouté et qu'il y a des choses à faire. Et on commence à avoir des conversions, on commence à voir la dynamique se mettre en place. Et on voit que c'est possible petit à petit. Avant de donner la parole à Dikran, j'ai une question qui fait lien avec le temps sur le foncier. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la convention que vous avez avec la SAFER de Bourgogne ? Alors oui, 2 mots. Alors, 2 mots, mais tu sais oui. Ce dont je parle. Oui. Donc je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc sur le bassin de la vallée de la Vanne, un des leviers pour développer le bio, dont je ne vais pas parler en plus de tout, c'est le foncier. On a une dizaine d'agriculteurs en bail rural environnemental sur environ 200 hectares. Et donc on a réussi à acquérir du foncier dans 2 objectifs, protéger les zones les plus vulnérables et lancer la dynamique du bio. Installer du bio pour lancer la dynamique. Et ça a été un facteur. Des agriculteurs bio se sont installés et petit à petit, ça fait boule de neige. On y a réussi, notamment avec un partenariat assez efficient avec la SAFER Bourgogne-Franche-Comté, où on travaille depuis les années 90 avec eux. Et il y a eu vraiment un partenariat efficace dans le sens où on a la convention qu'on a signée avec eux. Ils s'engagent à monter avec nous des projets d'acquisition et ils sont rémunérés par Haut-de-Paris uniquement sur des acquisitions. C'est-à-dire qu'on ne les rémunère pas à faire semblant, à faire du diagnostic et des visus fonciers uniquement, enfin même pas du tout. C'est uniquement débloquer avec eux des projets où on peut se porter acquéreur. Merci pour ce complément. Je trouve que c'est un point essentiel. On conditionne le paiement, la SAFER, au résultat, ce qui est peu commun. Je donne la parole à Dikran pour une petite synthèse. Bon, une petite synthèse, ça ne sera pas facile. Il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet qui était le sujet des changements de pratique. Ce que je voulais peut-être dire, c'est qu'en effet, cette entrée par le changement de pratique, c'est la première entrée sur le développement
sur en général la gestion des zones de captage ou les zones de bassin versant, mais c'est aussi une des premières entrées, les accompagnements plutôt conversion et après autour des pratiques, autour du développement de la bio, donc plutôt l'axe autour des producteurs, etc. Et de ce point de vue-là, on va voir en effet les premières politiques, les premiers accompagnements se sont mis en place autour des MAE ou de ce type d'entrée, avec une place que les collectivités cherchaient à se faire dans tout ça, en disant, voilà, on a en gros 2 ou 3 modèles, c'est soit les moyens d'animation allaient être au niveau des organismes professionnels agricoles, donc aux côtés des organismes plus comme les chambres ou des réseaux spécifiques, hein, soit au niveau des collectivités, soit même, on a quelques exemples dont on parlera peut-être tout à l'heure, où en fait on héberge cette animation et cet accompagnement carrément au niveau des organismes économiques. Et là aussi, c'est des choses qui peuvent faire la différence. Alors, en fait, quand on le regarde de façon globale au niveau national, c'est vrai que ce qui compte, c'est que ceux qui s'y collent, y soient vraiment et qu'ils adhèrent vraiment et qu'ils portent vraiment, disons, les messages. Et de ce point de vue-là, bon, on va observer quand même des vraies nuances. Et après, ce qui compte aussi, ce qui peut faire la différence dans certains cas, c'est aussi l'implication des acteurs économiques, parce que sur certains territoires, vous avez un acteur économique qui se met à faire la promotion de la bio et des techniques biologiques en lien avec une filière. Sans doute, on en reparlera. Là, on a dans les fiches sur les sites eau et bio, on va avoir des exemples où 80% des agriculteurs acceptent de faire un diagnostic chez eux, alors que c'est plus compliqué quand vous rentrez par la porte de la collectivité, voire même des GAB ou des GRAB. Donc ça, c'est un des éléments. Après, ce qui me semblait intéressant dans les différents discours, c'est quand même l'intensité des moyens qu'on injecte aussi sur cette animation, sur cet accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Et de ce point de vue-là, il y a pas mal d'éléments de comparaison quand vous avez des grands bassins versants bretons où, en effet, vous avez un animateur pour 1000 agriculteurs. Avec ça, pour arriver à les toucher et aller très loin, c'est pas toujours simple. Et des exemples où on va réussir à avoir 2 personnes et demie, 3 personnes des fois, ou plus sur un territoire où on va densifier vraiment cet accompagnement, avoir des choses beaucoup plus proches. Et ça, dans toutes les analyses et évaluations des politiques de conseil, on voit que c'est un des facteurs déterminants de la réussite, de l'efficacité. C'est d'arriver à avoir des moyens, une présence et des moyens significatifs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu plusieurs échos dans ce qui a été expliqué. Ensuite, il me semble qu'un des éléments aussi qui peut compter, c'est la visibilité de ce conseil autour de la bio. Est-ce que c'est un élément parmi d'autres ? Et souvent, dans certaines politiques de conseil et d'accompagnement, c'est un élément assez noyé qui est, voilà, en fait, un des discours qu'on peut avoir, c'est les bio, c'est des techniques comme les autres, donc on va leur faire une place comme les autres. Or, le fait de donner une vraie visibilité à ce conseil, à cet accompagnement autour de la bio, c'est un facteur déterminant. C'est sûr que, par exemple, sur les 3 bassins d'eau de Paris, les contextes ne sont pas les mêmes, mais en même temps, les moyens qu'on a mis ne sont pas les mêmes. Et dans certains cas, on est à 8 ou 9% sur une opération, et dans d'autres cas, on va être à moins d'1%, enfin, ou pas loin d'1 ou 2%, ce qui montre l'importance de la chose. Et on a des exemples où on n'a certes pas un programme que dédié à la bio, mais où on a un volet bio clairement identifié. Et là, aussi, parce que des fois, on a des politiques régionales ou globales qui aident à avoir des volets systématiques et qui donnent aussi de la visibilité à ces choses-là. Alors peut-être de ce point de vue-là, enfin, un dernier point qui me semble intéressant, c'est que des fois dans ces démarches de conseil et d'accompagnement, c'est aussi le lien que vous faites sur le territoire. On peut faire soit du conseil uniquement sur des MAE, en gros vendre des MAE bio, ou alors du conseil plus global sur la bio au sens large, sur les techniques, les systèmes, sur leur intégration dans quelque chose d'un peu plus global. Et là, on a des exemples très différents d'un territoire à l'autre. Dans certains cas, et ceux qui sont représentés là n'en ont pas parlé, mais c'est souvent le cas, on a des liens, des jonctions avec des organismes de recherche, expérimentation, développement, voire de formation. Je crois qu'il y a maintenant même une formation un peu dédiée à la bio qu'on essaye de mettre en place sur le secteur de Fouesnant. Donc tout ça, c'est des éléments qui consolident, qui donnent du corps un peu plus structurant à ces choses-là. On n'est pas là uniquement sur voilà, un dispositif un peu temporel à proposer des mesures agri-environnementales, mais on est aussi là à produire, à proposer quelque chose d'un peu ancré dans la durée, avec un appui un peu de fond, de la recherche, de l'expérimentation ou de l'enseignement. Quelques éléments. Il y en aurait bien d'autres. Oui, merci.